Bonsoir madame, bonsoir monsieur, heureux de vous retrouver. Bonsoir Sidi Esrouz. Bonsoir Sahab El-Barada. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes économiste, professeur d'économie, directeur de la Bibliothèque nationale, devenu sous votre égide ou votre autorité un haut lieu de culture. Vous siégez aussi à l'IRCAM, à la direction de l'IRCAM, l'Institut royal de culture Amazigh. Vous travaillez sur les relations avec l'Europe et la Méditerranée. Sur tous ces domaines, vous avez beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à nous apprendre. Mais l'actualité oblige. Ce soir, si vous le permettez, on va commencer par parler des questions brûlantes. Je vous en prie. Émergence de la jeunesse, révolution arabe, réforme du 9 mars. Voilà les questions que nous allons privilégier au départ. La première question est très simple. Avez-vous participé aux manifestations du 20 février ? J'ai participé au 20 février, alors que ce n'était pas évident, alors qu'il y avait des indications contradictoires, y compris dans la formation politique à laquelle j'appartiens depuis 1975. L'USFP, mais j'ai participé, je suis membre du Conseil national de l'USFP. Je suis dans ce genre de comité depuis 1979, j'étais très jeune. J'ai participé parce que c'est un souffle salvateur, un souffle dont le Maroc a besoin, un souffle spontané, mais en même temps un souffle qui n'est pas accidentel. Quand je dis spontané, je ne dis pas qu'il est l'émanation de rien. Je veux dire qu'il relève d'une jeunesse qui a soif de la liberté, qui a soif de s'exprimer et qui porte sa voix. Voilà pourquoi j'ai trouvé que c'était important qu'il existe et que je participe. On aura l'occasion d'y revenir longuement. Mais le 20 mars, vous avez récidivé, vous avez participé ? Non, je n'ai pas participé au 20 mars pour des raisons simplement de calendrier, mais j'étais tout à fait dedans. On m'avait demandé si j'y allais, j'ai dit non, mais je soutiens. J'ai dit que je soutenais parce que c'était très important que ce mouvement continue, que ce mouvement aille vers une maturité, mais qu'on soit à l'écoute de ce mouvement. Je considère qu'il est très très important que ce mouvement s'exprime. Il est contradictoire, il n'est pas tout à fait sain, mais l'essentiel de ce qui est pour moi me paraît très bon pour le Maroc d'aujourd'hui. Je ne partage pas tout, bien évidemment. Avant de parler de ce qui se passe au Maroc, naturellement, on va passer par les révolutions arabes, parce qu'au commencement étaient les révolutions arabes. C'est un détour, comme dirait Shah. Mais est-ce que... Comment vous avez réagi à la révolution tunisienne ? J'étais très, très ému, j'étais très heureux en me disant qu'enfin, ces carcans de régime ridicule, excusez-moi ce jugement de valeur, ce genre de régime totalitaire qui ont méprisé leur population, qui ont méprisé les valeurs universelles, qui n'ont pas cessé de mentir à leur peuple et qui font une chose et disent une autre et qui ont aussi, qui ont véritablement fonctionné comme des prédateurs. Il est grand temps que ces régimes partent et dégagent, comme dit la rue. L'Égypte ? L'Égypte aussi, parce que je me dis depuis toujours qu'il y a des grandes civilisations, l'Égypte, mais aussi le Maroc, qui ne méritent pas, pour l'Égypte, ne méritait pas le régime qu'elle avait, parce qu'un régime policier, des états d'exception qui n'en finissent pas, l'Égyptien ont peur de tout le monde, il y a la suspicion à l'intérieur des familles, des écoles, des universités, et nous avons besoin de l'Égypte qui soit un pays libre. C'est l'absence de liberté ? Absence de liberté, absence de perspective. La pire des choses, c'est de tuer dans la tête d'un peuple l'espoir, la confiance. Quand les gens intériorisent le désespoir, la crainte, la suspicion, la méfiance, la démobilisation, la peur du lendemain, on tue une société et on casse une civilisation. Le mouvement est stoppé en Libye. Kadhafi ? Pas simplement Kadhafi, je crois qu'il y a aussi malheureusement l'évolution d'une société. La Libye depuis 1969 n'a pas connu d'évolution réelle. Et avant 1969, on ne peut pas passer à mon avis aussi facilement, mais je dirais 40 ans. En 40 ans, mais pas seulement, mais je veux dire on peut pas casser sans violence et sans douleur d'une société tribale à une société politique démocratique. Il peut s'en tirer ? Lui non. Je suis persuadé qu'il partira, mais il y aura beaucoup de casse. Et les lendemains ne seront pas faciles pour la Libye. Que pensez-vous de l'intervention occidentale matinée de soutien de Ligue arabe ?
Elle me gêne beaucoup. En même temps, je crois qu'on n'a pas le choix. Nécessaire. Elle est nécessaire, mais elle me gêne énormément. Parce que la Ligue arabe a un discours qui est ambigu. Même si elle a accepté la résolution, mais comment peut-on être d'accord sans que personne ne s'engage? Mais en même temps, il y a quand même il y a 12 avions qui vont venir. Oui, 4 avions qui sont là, 12 avions qui vont venir. Le Maroc a soutenu. Ils ont soutenu, mais aucun engagement. Et ce n'est pas bon pour notre région. Ce n'est pas bon pour la Libye que demain, on dise à ceux qui ont libéré ce pays, vous avez été libérés par la France, les États-Unis et la Grande-Bretagne. Mais en même temps, il n'y a pas d'autre solution. Apparemment, il y a un partage des tâches. Ils arrêtent le massacre et laissent la population libyenne se débrouiller. Oui, mais quand je vois, et je suis de très près comme vous, comme d'autres, ce phénomène, ce qu'on appelle les rebelles n'ont ni expérience, ni moyens, ni armement, et c'est normal, c'est monsieur et madame tout le monde qui se lèvent, c'est des gens citoyens qui ont envie de casser ce système. Face à un régime totalitaire, mégalomane, il y a véritablement une asymétrie. Alors la question pour moi, elle n'est pas facile, elle est douloureuse, c'est comment aider ces gens qui ont le droit à la liberté, empêcher qu'ils soient massacrés par un régime policier totalitaire, tribal, préhistorique, sans qu'on dise un jour que c'est les Occidentaux qui ont libéré la Libye. Le problème, il est là. C'est vraiment un dilemme. Mais je suis aujourd'hui partisan pour que les populations civiles soient protégées et que l'arsenal de Kadhafi soit détruit. Le Yémen, la Syrie, ça va continuer ? Ça va continuer parce que ce n'est pas normal que des états d'exception durent depuis 1963. Quelles ont été les réactions au Maroc ? Au Maroc, il y a des réactions assez paradoxales. Tout le monde dit que la classe politique au Maroc est timorée sur ces questions. Il n'y a pas eu de prise de parole. Il y a eu des positions de principe. Nous sommes d'accord avec la prise de position. Nous respectons la liberté de choix des peuples. Les partis politiques marocains n'ont pas pris la parole, n'ont pas pris suffisamment. Et je ne comprends pas pourquoi. Nous n'avons pas encore compris que face à l'injustice, et pour défendre la justice, un parti politique doit dire la vérité. C'est ce qui dure. Le pouvoir, il est dans une question ambiguë parce que nous avons tous été prisonniers de la question du Sahara sur cette position. Quel rapport ? Quel rapport? C'est que nous avons peur que si demain les régimes en place arrivaient à gagner, que nous prenions position avec eux, peut-être qu'ils se retourneraient. Mais même là, le régime marocain, et je le comprends d'ailleurs parce que pour la Libye, c'est tellement proche. Que c'est brûlant, mais vis-à-vis des autres pays, je crois que le Maroc devrait, au niveau de sa diplomatie, avoir une parole plus libre, même si je sais que le Maroc a soutenu ces mouvements, et c'est très bien. L'opinion publique. L'opinion publique, elle est tout à fait pour. Parce que l'opinion publique, depuis des années, marocaine, est une opinion publique, contrairement à ce qui se dit, très, très, très à même de ce qui se passe dans le monde, très ouverte. Les Marocains sont très bien informés, les Marocains sont très politisés. On pourra peut-être revenir sur cette question. Est-ce que les Marocains sont très politisés? Et donc les Marocains soutiennent ce qu'on appelle les nouveaux acteurs, les Facebookers. Je les trouve tout à fait salvateurs, personnellement. Ils étaient à la pointe du combat, à la pointe de la lucidité et du soutien? Je crois qu'ils le sont, parce que face à une espèce de... pas de somnolence, je dirais que les acteurs traditionnels étaient assommés depuis 2002-2005. Torpeur, une espèce d'épuisement par des querelles internes qui n'en finissent pas. Et donc face à ces acteurs, il y a eu ce qu'il y a eu, c'est-à-dire d'abord un refus total de la politique par les jeunes. La preuve, 2007-2009, le taux d'abstention est absolument fantastique. Et maintenant, il y a une ce qui montre que, justement, l'un expliquant l'autre. Les jeunes ont refusé la politique telle qu'on voulait la faire. Et là, aujourd'hui, ils montrent que par d'autres moyens, l'associatif, le Facebook, Twitter, etc., ils font de la politique. On va y revenir. Je voudrais qu'on passe tout de suite au discours de Sa Majesté, le 9 mars. Historique. Historique et très fort. Pourquoi historique? Historique parce que personnellement... qui suit de très près ce qui se passe au Maroc depuis très longtemps. J'ai 60 ans et j'ai fait commencer à réfléchir à toutes ces questions depuis très tôt. Je pense que le discours du roi est très fort parce qu'il était inattendu et parce que quelque part, il n'était pas obligé de le faire. Et donc il a anticipé. Il a été très opportuniste au sens positif du terme, c'est-à-dire qu'il a essayé de tracer une voie. Et personnellement, je considère que le discours de Sa Majesté... Il a saisi l'opportunité. Il a saisi l'opportunité et elle a renoué avec l'image de marque qu'il avait avant 2005-2002.
Cette espèce d'image très forte d'un roi engagé, d'un roi à l'écoute. Et c'est ça le discours du 9 mars pour moi. Depuis 2005, on assistait à une régression? Absolument. Une régression totale par rapport aux attentes, par rapport à ce que le Maroc a commencé à faire, au chantier ouvert, et par rapport aussi à ce que le Maroc pouvait faire. Le Maroc a donné l'exemple, l'IER. L'IER, l'IRCAM, le statut de la famille, la Moudouana, c'est ça, le statut de la famille et la Moudouana, mais aussi une certaine ouverture sur tous les plans, la liberté d'expression, la liberté de constituer des partis politiques, et une explosion totale sur ce terrain. Mais le système... Les recommandations de l'IER n'ont pas été appliquées. Pas totalement appliquées. L'IRCAM n'a pas donné ce qu'il pouvait donner. Le statut de la famille a été dévoyé en partie. C'est-à-dire que et c'est peut-être une question générale, c'est très beau des textes, c'est très beau des institutions. L'application. Il faut des mécanismes, il faut des acteurs qui les mettent en place, notamment la justice, l'administration et les institutions, mais aussi impliquer les associations. Et le cri du 20 février et du 23 mars, c'est que les citoyens, en dehors des appartenances politiques, restent des citoyens, c'est-à-dire des personnes engagées et conscientes par ce qui se passe dans la cité. On n'a pas le droit d'écarter les gens. Et c'est peut-être ça, je crois, le message le plus important, c'est que la politique n'appartient pas seulement aux professionnels de la politique. Il y a quand même une grande instance qui a été créée pour lutter contre la corruption, dirigée par un garçon au-dessus de tout soupçon et un grand militant, Abdeslam Aboudra. Absolument. Ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné. Ils ont fait des rapports. Ça ne pouvait pas donner plus que cela a donné parce que c'est une instance qui n'a aucun pouvoir. Et c'est peut-être le revers d'un certain nombre d'instances consultatives. Et la concurrence, le même problème. La concurrence, le même problème. Avec Alim Lamour. Absolument. Et on peut en citer d'autres. Pourquoi? Parce que quand on fait des instances qui dépendent du souverain ou de l'exécutif, qu'elles font des rapports, mais que le gouvernement, que l'administration, que la justice, que le Parlement ne prennent pas en charge ces recommandations pour en faire des mécanismes de gestion concrète dans le village, dans la tribu, dans la ville, au niveau du conseil régional, au niveau de la municipalité, au niveau d'un ministère, au niveau d'une commune, ça reste du discours. Il y a des résistances aux réformes? Beaucoup. D'où viennent-elles? Elles viennent d'abord des intérêts installés. C'est-à-dire que le changement qui a eu lieu à partir de 1998 avec le gouvernement que dirigeait Abdelrahman Yousfi, mais aussi avec l'avènement de Sa Majesté, ont créé une ère nouvelle qui a bouleversé beaucoup de choses sur le plan, je dirais, des attentes. Mais à partir du moment où des intérêts n'ont pas été touchés, parce que la réforme n'a pas été très loin, j'ai donné les réformes de la justice, tout le monde parle de gouvernance, mais concrètement, c'est quoi la gouvernance aujourd'hui du Maroc? Pour 80%, se dit discours. Donc à partir du moment où il n'y a pas d'institutions pour lesquelles on doit rendre des comptes. La reddition des comptes, la comptabilité, le contrôle. Le Parlement doit jouer son rôle. Les partis politiques doivent sanctionner leurs militants. La justice doit être non seulement indépendante, mais minimum, bon Dieu, qu'elle soit non corrompue. Elle est corrompue, notre justice. Alors, les résistances viennent d'où? Elles viennent du système, des gens en place. Mais je dirais, le plus peut-être lamentable, c'est qu'elles viennent de tout le monde. Chacun a peur de perdre sa place. Et ceux qui n'ont pas de place, ils attendent d'avoir leur place. On espère être ministre, on espère député, président de la région, président de ceci, de cela. Et nous avons malheureusement intériorisé depuis, je crois, une vingtaine d'années au Maroc, l'idée que de toutes les façons, chacun doit travailler pour ses propres intérêts. Il y a une espèce d'individualisme maladif qui s'est installé. C'est-à-dire un fatalisme de l'immobilisme. C'est un fatalisme de l'immobilisme, mais conjugué avec des intérêts. Chacun essaie de régler ses propres moyens par ses propres moyens, ses propres intérêts par ses propres moyens. Et je dirais que le drame, c'est que les intérêts ont totalement supplanté les valeurs. Tout à l'heure, vous avez évoqué en passant que Sa Majesté pouvait trouver une aubaine dans la situation actuelle et que ça l'arrangeait. D'où le train des réformes. Passons en revue ces réformes. Quelles sont les réformes les plus importantes? Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, celles qui sont engagées depuis le 9-3. Rien n'est engagé. Enfin, ce qui est annoncé. Ce qui est annoncé. Pour moi, la plus importante. La majorité. Plus important que la majorité, c'est une société de droit et de liberté et de dignité. Ça, c'est le chapeau général des 7 réformes. Après cela, pour moi, la plus importante, c'est la séparation des pouvoirs et la constitution des démocraties. Parce que dans une société démocratique,
la femme, la lutte contre la corruption, la gouvernance, la régionalisation, le rôle du Premier ministre, tout cela aurait trouvé sa place dans la démocratie. Qu'est-ce que c'est qu'un État démocratique? C'est un État dans lequel on reconnaît les constituants de la société. Ce qui fait que l'amazigh, qui pour moi est très important, et pour les Marocains l'est, je dirais que ce n'est pas le premier point aujourd'hui. Parce que c'est un point qui devrait découler de sources si un certain nombre de choses avaient été appliquées, comme ça avait été annoncé dans le discours d'Ajdir, comme ça avait été annoncé pendant la constitution de l'IRCAM. Mais pour moi, le plus important, c'est véritablement aujourd'hui la séparation des pouvoirs. Le politique d'un côté, l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Est-ce que les ministres régaliens soient du ressort du gouvernement Absolument. Pour moi, c'est une évidence. C'est une évidence. C'est une évidence. C'est une évidence. Sinon, il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Une monarchie parlementaire, c'est pour moi que le gouvernement relève directement des urnes à travers le Parlement et que le gouvernement, il est responsable devant le Parlement. C'est très clair dans le discours. Et les citoyens. Le discours du roi est très fort et pour moi, il est absolument remarquable sur toutes ces questions. Le chef du gouvernement est chef de l'administration. Absolument. Donc il a le droit des nominations. Il devrait nommer. Donc les nominations faites par Sa Majesté et qui créent des sortes de roitelets parce qu'ils ne rendent compte à personne, vont disparaître. Il faut qu'elles disparaissent en laissant à Sa Majesté le droit d'être un arbitre au-dessus de la mêlée, mais effectivement un garant de la continuité de l'État marocain dans ce qu'il a de plus fort et de plus solide. Mais ce n'est pas Sa Majesté à nommer les fonctionnaires. Donc la chose la plus importante, c'est un gouvernement de plein exercice. Absolument, et responsable. Et responsable. Absolument. Et qui rende compte. Et qui rende compte. Avec une éducation politique des citoyens pour qu'effectivement, il n'y ait pas de rente. Ni pour un parti, ni pour un système. Ça, c'est autre chose. C'est pas dans les textes, c'est dans la pratique. Ça relève, pour moi, c'est l'une des conséquences de la séparation et de la bonne gouvernance. Quid de la monarchie parlementaire? On en a beaucoup parlé. C'est raisonnable? C'est raisonnable et le Maroc est tout à fait capable et Sa Majesté est dans cet esprit du discours. Et tous les discours de Sa Majesté depuis l'avènement au trône vont dans ce sens. Oui, mais monarchie parlementaire suppose une classe politique forte, suppose une classe politique crédible, toutes choses qui n'existent pas. Qui peuvent exister. Moi, j'ai confiance dans la capacité des Marocains, et ce n'est pas la première fois que ça a été prouvé, le 20 février, le 20 mars, nous sommes capables de créer ce système, et nous sommes depuis 1998 dans une mouvance remarquable, il a été stoppé, il faut reprendre l'élan. Les Marocains sont capables, nous avons une classe politique qui est traumatisée par une histoire, mais aussi qui est traumatisée par ses propres contradictions. Il est grand temps de renouveler les élites au niveau des partis, au niveau de l'État, pour que le Maroc aille dans ce système, et le Maroc doit le faire. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Amir Mouminin? Amir Mouminin, pour moi, c'est très important. Mais en même temps, qu'est-ce que ça veut dire, Amir Mouminin? Ça veut dire le garant du respect de l'islam et des religions, pour que l'islam ne soit pas approprié par telle ou telle catégorie politique ou sociale. L'islam appartient à tout le monde, et l'islam, c'est au-dessus de toutes les mêlées. Ça veut dire, Amir Mouminin, un roi qui règne et gouverne d'une certaine manière? Non, pour moi non. Amir Mouminin, ça veut dire que la dimension religieuse n'appartient pas au champ politique marocain. Elle appartient au roi en tant qu'arbitre suprême du pays. Et ça lui donne une sacralité importante. Pour moi, il n'y a pas de sacralité à donner à travers la religion. Il y a la gestion du religieux et un respect du roi qui le mérite, un respect de la monarchie. Pour moi, la seule sacralité, c'est celle de Dieu. La fonction de Amir Mouminin ne remet pas en question les principes habituels de monarchie parlementaire. Non. Non. Pour moi, c'est véritablement une question d'interprétation et d'explication. Mais vous admettez volontiers que tout cela mérite discussion. Absolument. Absolument. La démocratie suppose des démocrates. Et comme dit l'autre, on peut mener son cheval à l'abreuvoir, mais on n'est pas obligé de le boire. Est-ce que les conditions de la démocratie sont réunies au Maroc? Non, pas totalement. Mais pour moi, une démocratie n'est pas un effet du hasard. Ce n'est pas un effet de nature. On n'est pas démocrate. On n'est pas non plus dictateur. On le devient, l'un ou l'autre. Et la démocratie, c'est vraiment l'éducation à des valeurs. C'est plus facile d'être dictateur que démocrate. C'est plus facile. La démocratie est le système le plus complexe et le plus difficile. Ça, c'est évident. C'est évident. Parlons de nouveaux acteurs. Les nouveaux acteurs, pour moi, c'est véritablement l'émergence, à côté du politique, à côté du religieux, du civil. C'est-à-dire le droit que j'ai, que vous avez,
d'appartenir ou non à un parti politique, mais aussi de vous comporter, de nous comporter en tant que citoyens, de considérer que tout ce qui se passe dans la société me concerne, et non pas dire Machi Chourli, ça ne me regarde pas. Ce concept de Machi Chourli, ça n'existe pas. À condition que être civil, c'est être civique, c'est être responsable. Et pour moi, il n'y a pas d'acteur, quel qu'il soit, s'il n'y a pas d'éthique. Et le message que les jeunes nous envoient aujourd'hui, les nouveaux acteurs, le mouvement associatif, mais aussi ces jeunes qui ne sont pas, je le disais tout à l'heure, spontanés dans le sens où ce n'est pas de la pagaille. Ils sont organisés, ils s'écoutent entre eux, ils sont reliés par une toile. Qu'est-ce qui fait tout ça? C'est l'information. Il y a une grosse consommation d'Internet au Maroc. Énorme. Énorme. Un rapport de la Fondation Alint a été fait, publié en 2010, sur 43 pays de l'espace euro-méditerranéen, en gros l'Union pour la Méditerranée. Ils ont posé des questions dans 13 pays à 1000 jeunes, dont le Maroc. Ce travail a été dirigé par des âges. En gros, 19-24 ans. Donc la majorité de la population, finalement. Le Maroc a été concerné, il a fait partie des 13 pays. Les experts sont de niveau mondial. Le travail est absolument remarquable et nous nous sommes rendus compte que le Maroc est le 3e pays consommateur des nouvelles technologies d'information. 3e pays du monde. C'est-à-dire après l'Égypte et après l'Allemagne. L'Égypte est premier, l'Allemagne et le Maroc. À 70%? Oui, 72%. 72% des jeunes utilisent l'Internet pendant plus d'1 heure par jour. Pour leur plaisir? Pour leur plaisir, pour s'informer. Et donc les jeunes sont politisés. Vous avez les chiffres pour les États-Unis? Pour les États-Unis, c'est infiniment moindre. Infiniment moindre. Ils ne dépassent pas 21%. Pour la France, ils sont de 32%. Donc le Maroc est à la pointe de ce... Les jeunes sont très concernés par ce qui se passe dans le monde. Ce n'est pas du tout des jeunes, comme on disait, ils ne pensent qu'à s'amuser, ils tchatchent pour le plaisir de tchatcher. C'est totalement faux. Les jeunes sont informés, ils sont concernés. Si vous deviez faire le profil d'un Facebooker? Un Facebooker, c'est quelqu'un de subversif, au sens positif du terme. Quelqu'un qui veut changer le monde, parce que le monde dans lequel il est ne lui plaît pas. Il ne lui plaît pas parce qu'il ne l'écoute pas. Quel milieu? Tous les milieux, tous. Il n'y a pas d'exception. Ce ne sont ni des pauvres, ni des riches, il y a de tous les milieux, mais ils ont une caractéristique commune, c'est que ce sont des jeunes qui refusent les carcans traditionnels, ils ne sont ni gauchistes ni intégristes, ils ont des idées de gauche, ils ont des idées de droite. Par exemple, le rapport a montré que ces jeunes tiennent beaucoup à l'islam. Ces jeunes, pour 92%, tiennent à la famille. Ils ne veulent pas casser avec la famille. Et à la question, est-ce que vous êtes pour la famille parce que vous avez besoin de la famille matériellement? Ils ont dit non. Moi, j'espère, aider ma famille. Et même si ma famille n'a pas besoin de moi, je ne peux pas vivre sans ma famille. Le walida, le concept de walida est sorti 10 milliards de fois. Le walida, ce n'est pas simplement la mère, c'est cette espèce de milieu familial nourricier, protecteur, salvateur, ce refuge dans lequel on va quand on va mal ou quand on va très bien. Et quand on est entre les deux, on sort. La culture, cultivée? Les jeunes sont très cultivés, mais une autre culture. D'une manière éclectique? D'une manière éclectique. Ils touchent à tout? Et ils touchent à tout, mais ils ont des domaines privilégiés. Ils sont musique, ils sont dans une espèce de mystique d'introspection qui peut avoir des relents. C'est quoi une mystique d'introspection? C'est-à-dire qu'ils ont besoin de repères. C'est pour ça que des fois, on les trouve sur le plan identitaire peut-être excessifs. Certains peuvent faire des passages par l'intégrisme, du moins l'intégrisme verbal. Ils aiment beaucoup leur pays. Ils aiment beaucoup... Patriotes, mais pas le patriotisme qu'on leur sert. Expliquez-vous, parce que c'est très important. On a l'impression que le patriotisme habituel des Marocains est en train de se fissurer. Oui, parce qu'ils refusent un patriotisme prêt à porter. Ils n'en veulent pas. Le patriotisme des politiques, de leurs grands-parents... Le patriotisme de papa, comme on dit. De papa, des médias qu'on leur sert partout, ils n'en veulent pas. Ils veulent un patriotisme dans lequel ils se sentent libres et qu'on leur demande leur avis. Ils veulent être concernés, ils veulent être des acteurs. Ils ne veulent plus être des spectateurs. Ils veulent être des acteurs, c'est-à-dire participer au montage, à la conception et à la mise en place. Et pour ça, ils sont prêts à se sacrifier. Sur la monarchie?
La monarchie, les jeunes sont attachés à la monarchie. Les Marocains sont attachés à la monarchie. Non, mais c'est Facebookers. Ces Facebookers sont attachés à la monarchie, mais ils ne veulent plus de la monarchie, de droit divin, de la monarchie absolue. Ils veulent la monarchie à l'image du roi actuel. Un roi jeune, sportif, de proximité, qui fait du terrain. Un roi qui n'a pas besoin de carcan. Un roi utile. Un roi utile, un roi qu'ils voient se promener dans la voiture. Ils veulent un roi jeune. Et donc, ce qui le gêne, c'est cette espèce de dichotomie entre la vision qu'on leur sert de la monarchie, le rituel, et un roi qui est jeune et qui est disponible et qui est jeune et qui est là. Et donc, ils ont, comme pour le patriotisme, ils sont pour. Parce que c'est pas des casseurs, contrairement à ce que beaucoup de gens disent d'eux aujourd'hui. C'est pas du tout des anarchistes. Au contraire, sur certains aspects, la religion, la famille, la personne du roi, ils sont très attachés à ces trois valeurs, mais pas les valeurs qu'on leur sert. Très rapidement, parce qu'on a parlé des réformes, la commission est contestée. Le principe de créer une commission pour préparer les réformes, ce qui est le bon sens, composée de gens de qualité. On dit que la nomination de la commission n'est pas une bonne idée. Qu'en pensez-vous? Moi, je pense que c'est une très bonne idée. Le président, comme les membres, sont choisis en fonction de leurs compétences, de leur parcours, de leur intégrité. Moi, j'ai regardé la liste. Je connais 98% des personnes. Je n'ai franchement aucune... Bien sûr qu'on peut trouver au Maroc... peut-être 3000 personnes qui... Ceux-là sont bien, tant mieux. Et je trouve qu'une commission telle qu'elle commence à fonctionner très bien, parce qu'elle va écouter par des auditions... Parlent de constituante. Moi, je ne crois pas à la constituante. C'est une aberration? C'est une aberration et quelque part, il y a une espèce de rémanence. C'est pas du mimétisme par rapport à d'autres pays? Oui, puis quelque part, une espèce de culture du parti uni, comme si la sagesse n'appartient qu'à une minorité. Moi, je crois que l'idée d'une commission avec un débat national, très important, avec un débat national... C'est possible qu'on organise dans les 3 mois des états généraux dont parle Mohamed Touzi? Moi, je l'espère. Moi, je l'espère. J'espère qu'il y ait des états généraux. J'espère qu'il y ait aussi des contacts à tous les niveaux de la société. J'espère que les jeunes seront touchés dans les universités, dans les écoles. J'espère que le monde rural va être touché à travers un certain nombre de contacts. Mais je crois aux états généraux, mais comme émanation, comme aboutissement, et non pas comme point de départ. Et c'est infiniment plus riche et plus prometteur qu'une assemblée constituante. Quels enseignements peut-on tirer du 20 mars? Qu'est-ce qu'on a appris? Le 20 mars, c'est d'abord que le 20 février, ce n'était pas une petite révolte de jeunes. Qu'il y a des jeunes qui en veulent. Que les mots d'ordre, pour l'essentiel, sont des mots d'ordre mûrs, qui sont politiques, mais qu'il n'y a pas du tout d'injures. Je n'ai pas vu d'injures, sauf quelques... Ça existe. Et que c'est un mouvement qui s'inscrit dans la durée et qui veut accompagner ce mouvement. Et moi, j'espère qu'il accompagne pour obliger les politiques et pour obliger le système politique, y compris les gens au pouvoir, à considérer qu'il ne faut absolument pas perdre l'esprit et surtout la mise en place des 7 points du discours royal. Mais encore une fois, le discours royal, c'est une charte. C'est-à-dire c'est un discours qui détermine le cadre et les principes. Tout dépend du contenu et surtout des mécanismes de mise en place et qui pourra mettre ça en place. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de paradoxe. Les Marocains veulent changement et en même temps, ils ne s'intéressent pas beaucoup à la politique. Et pour moi, il y a une double explication à 2 niveaux qui se rejoignent. Le premier, c'est que les êtres humains et les Marocains en général ont peur du changement. Parce que chaque fois qu'il y a eu des choses, l'histoire est là, les Marocains en ont payé le prix. Là, ils veulent le changement. Et les Marocains sont dans leur famille, dans leur niveau de vie, quelque part conservateurs, pas rétrogrades, conservateurs. On a peur du changement. Mais en même temps, il y a un deuxième niveau, c'est qu'ils veulent le changement. Ils le veulent absolument. Mais ils ne s'intéressent pas à la politique. Ils s'intéressent à la politique parce que la politique les a dégoûtés de la politique. Les politiciens, n'oublions pas que pendant plusieurs années, on a tout fait, y compris au niveau du régime, les élections, les choix des personnes, les nominations, l'utilisation des réseaux d'influence, l'économie de rente, l'utilisation des moyens de l'État. Les politiques ont donné de la politique une image de marque lamentable. Les gens sont dégoûtés, non pas de la politique, mais de la pratique de la politique par les politiciens marocains. C'est le résultat. Il faut maintenant changer totalement. Il faut donner des messages qui montrent qu'on veut couper avec ça. Que faire pour rendre la confiance, rendre l'intérêt? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord
Des mesures symboliques? Des mesures symboliques. Arrêter de faire des discours et de les oublier. Les élections de 2007 et de 2009 ont montré que rien n'a été fait. La loi sur les partis politiques n'a pas été respectée. Une grande partie des députés sont des corrompus, je le dis, j'assume. J'ai moi-même vécu ce phénomène, je sais de quoi je parle. Beaucoup de gens au Maroc cherchent à être députés, conseillers municipaux dans la région pour simplement s'enrichir. Il est grand temps que la politique soit sanctionnée, contrôlée. Donc les gens fuient la politique parce que la politique ne remplit pas son rôle. Tout ce que vous avez dit, on a envie de vous entendre encore, mais on va arrêter là pour parler de vous. Votre itinéraire. Vous êtes né en juillet 1950 à Gourama. Gourama, oui. Sud-est. Sud-est, oui. Bien. Le Haut Atlas oriental. Entre Rachidia et Midelt. Famille paysanne aisée. Aisée, famille paysanne, mais enfin aisée. Le père est Sirlal. Et il a quitté pour aller au mouvement populaire. Absolument. Et ça a marqué. Ça l'a marqué. En 1957, oui, il a quitté le mouvement populaire parce que un de ses amis qui était responsable du parti l'avait chargé. Et lui, mon père est notable. C'est facile dans notre région d'être notable. Hein. Ce sont des régions très pauvres, donc on devient vite notable. Mais mon père est un homme de grande sagesse, un homme admirable. Il est mort, un homme qui m'a formé et que j'aime beaucoup. Et quand il a vu l'usage qu'on faisait des peaux de mouton qu'on ramassait, des l'Eid, et que l'inspecteur les utilisait pour s'enrichir, avec son frère, ils ont retourné totalement la tribu. Mon père dirigeait une tribu à l'époque, donc c'était le tribal, il était à la fois les deux. Il est passé au mouvement populaire. Il est passé au mouvement populaire, et dans notre région, il est l'un des fondateurs du mouvement populaire. Votre mère ne parlait que le berbère? Que berbère. Il n'a jamais parlé l'arabe, il a toujours fait sa prière. En berbère? En berbère, on ne sait pas, non, mais il n'a jamais fait sa prière en arabe, il ne connaissait pas un mot d'arabe. C'est une fratrie de 4 garçons, 4 filles. Oui. Les garçons ont fait des études. Oui. Et vous avez fréquenté l'école musulmane de Gourama. De Gourama, oui. Bon. Pourquoi école musulmane? Parce que c'est une école qui est née avec le protectorat, parce qu'il y avait à côté une école hébraïque. Ah. Il y avait une école hébraïque. Il y avait beaucoup de juifs Il y avait beaucoup de juifs, une communauté remarquable dont je porte le deuil encore aujourd'hui. Franchement. Malheureusement, tous sont partis et depuis quelques années, ils sont en train de déterrer les morts et ça, j'en porte personnellement. Déterrer les morts pour les emmener en Israël, les familles. Mais c'est une culture qui m'a beaucoup marqué. Et quand je venais à l'école primaire avec mes cousins et mes frères, on habitait à 5 km du village de Gourama. Donc on se levait le matin à 5 h du matin. Et on partait à 6 h pour avec être... un morceau de pain. Un morceau de pain dans le capuchon. Et à midi, on mangeait chez Johara, la juive avec Mouchi, la juive avec toute la sympathie, qui étaient des juifs pauvres, qui n'avaient pas de quoi louer et qui n'avaient pas de maison. Et mon père, qui avait une maison dans le village, leur donnait la maison. Et eux, chaque midi, nous faisaient bread datei. Et on mangeait le thé, et de temps en temps, srinar, fissa. Et donc, je garde ce souvenir. Et le soir, on repartait à pied, ce qui fait que faire l'école... quand il pleuvait? Quand il pleuvait, les habitants nous faisaient passer avec des cordes pour que la rivière ne nous porte pas. Et il nous est arrivé aussi d'être coupés le soir. Et dans ce cas, des gens, des familles nous hébergeaient. Où on dormait dans les étables des moutons en attendant le lendemain. Donc toute l'école primaire, c'était ça. L'école était mixte? Était mixte. Garçons et filles, absolument. Avec un fourneau de bois et c'était remarquable. Et un professeur corse inoubliable, un instituteur. Oui, Paul Bouveau. Comment il s'appelle? Bouveau. Oui, remarquable. Et un Algérien. Et un professeur algérien, Mokhtar, oui. Des hommes remarquables. Oui, ils sont toujours remarquables. Remarquables. Et c'est là que j'ai appris la première fois le français et l'arabe en même temps. Je ne parlais pas l'arabe. Je ne connaissais pas un mot d'arabe. Et un mot de français non plus. Ce qui fait le même jour, j'ai pris contact avec ces deux langues que j'aime beaucoup aujourd'hui encore. Certificat à Telsint. Telsint, qui était plus à l'est, au sud. Et Valais-le-Gué. Oui, absolument, vers l'Algérie. Nous sommes une région de plateaux, aride, la steppe, les hivers très durs, l'été très dur, les nomades. Et après, c'est l'école militaire. Après, par hasard, oui. Pourquoi l'école militaire? Parce qu'en général, c'est des fils de généraux qui y allaient. Mon frère était un militaire. Frère cadet. Oui, mais en même temps, il était instruit. Ce qui fait dans l'armée, il n'était pas général, il était sergent.
Mais et parce qu'il a fait des études, il avait des postes stratégiques. Mais ceci dit, il n'a fait que m'inscrire et grâce à lui, j'ai pu faire. Mais j'ai passé le concours que j'ai eu, excusez mon insolence, brillamment. C'est une école costaud. Costaud, très dur. Il a formé des génies, mais il a formé des tarés aussi. On ne sort pas indemne de cette école. J'ai une photo. Oui. Vous êtes où? Je suis là. À l'extrême. Je suis là avec ma casquette, derrière, Dernier rang. oui, avec des amis. Certains sont décédés, d'autres sont là. Il y a des noms connus. Ah oui. Allez-y. Il y a Habibi, il y a Khchou, il y a Nmichi, Ah, c'est des noms célèbres. Msouri, il y a Mahzoun. C'est des fils de généraux. Oui, oui, il y a Chenna, il y a Mahrouk, il y a, comment il s'appelle, Achabar, il y a Idrissi, le neveu d'Idriss bin Issa, il y a Andalusi, il y a Malawi, le neveu de Moulay Ahmed Alaoui, il y a Chaboun, etc. Et tout le monde. Et tout le monde, mais c'est des grands amis. Certains sont décédés, Allah yarhamhum. Vous avez été premier de la promotion. Oui, Votre carrière militaire était toute tracée, Oui. mais il y a eu un incident, oui. qui est une bagarre. Une bagarre, oui. Racontez. Oh, c'est un ami qui est là, d'ailleurs, que j'aime beaucoup. Je le salue. Oui. Je ne sais plus ce que s'est Comment il passé. s'appelle? Il s'appelle Mohamed Malawi. Je le salue parce que c'est une grosse gueule adorable. Et alors? Je ne sais pas pourquoi on s'est disputé, il m'a giflé. Enfin, on s'est mis. Je ne sais plus ce qu'on faisait, je ne sais plus si c'était un match de foot. Qui m'a giflé? Oui. Non, giflé, je l'ai frappé un peu durement. C'est-à-dire cogné, quoi. Cogné. Oui. Je le regrette. Oui. Comme lui l'a regretté, parce que nous sommes des amis. Oui. Donc l'adjudant-chef Bonnefoy, qui était à l'époque, le lycée dépendait de la mission française, donc on avait un encadrement français. Hassan II voulait former une élite pour le Maroc de demain. Je faisais partie de la première promotion. Il m'a mis au cachot pendant 48 heures. 3 jours. 3 jours. 3 jours. 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. J'ai vécu ça de façon... Le cachot, le vrai. le vrai, sans couverture, sans rien, carrément, enfermé. Et j'ai pleuré énormément. Non pas par le cachot, mais par l'injustice. Et celui qui, à travers une petite lucarne, me passait la radio et me passait des gâteaux et de la bouffe, pas les cigarettes, parce que j'ai jamais été fumeur. À l'époque, je fumais pas. Après, j'ai fumé. C'est Malawi, là, avec lequel je me suis disputé. Comme quoi, Et l'adjudant s'est expliqué. après, plusieurs années après, il s'est expliqué parce que je lui ai dit, tu as été injuste, etc. Il m'a dit, Shlah l'Akhor, parce qu'il parlait l'arabe. C'est un adjudant qui a fait l'Indochine avec les Marocains, il est mort depuis l'Arhamo. Il m'a dit, Shlah l'Akhor, le m'a dit, si je ne t'avais pas envoyé en cachot, il t'aurait mis à la porte. Pourquoi? Parce que tu as porté la main sur un Alaoui. Pourquoi? C'est le neveu de Moulay Ahmed. C'est le neveu de Moulay Ahmed. Et ça vous a marqué? Ça m'a marqué parce que ça réveillait en moi quelque chose que je porte, et ce n'est pas toujours facile à porter, c'est que je suis habité par la justice, le sentiment de la justice. Et donc l'injustice me Vous ne révolte. supportez pas. Et au lycée militaire, j'ai vu des choses remarquables, mais aussi des choses que je n'ai pas appréciées du tout. Cette espèce de facilité des enfants des jeunes héros à avoir ce qu'ils veulent, des Mercedes qui ramènent des repas le soir pendant que nous, même le week-end, on n'avait pas où aller. Mais en même temps, ça a réveillé chez moi peut-être... Quoi, la lutte de classe? Peut-être. Mais oui, je suis passé par là. Quelque part, je suis encore... Que vous reste-t-il de l'armée? Un esprit de la rigueur, de l'ordre et un esprit de l'engagement. Je suis un homme du devoir, comme dit ma femme et mes enfants. Je suis un homme du devoir. Et ça, c'est l'armée. La rigueur et une espèce d'austérité. Une espèce d'austérité. Ça reste de l'armée. Mais ça m'a rendu beaucoup de services au lycée. J'y suis attaché. Le bac en 69. Oui. Alors, rapidement, c'est Rabat, l'économie, ensuite la France, Oui. à Lille, Lille, puis Paris. puis Paris, un doctorat. Oui. Vous êtes prof à Fès après. Assistant, puis prof. Oui, Ça, c'est une soutenance de thèse à Fès. Oui, c'est une soutenance de thèse dans cette faculté où, avec des amis que je salue, nous avons rendu des services à des jeunes qui en avaient besoin. L'université de Fès était remarquable. La faculté de sciences économiques qui ouvrait pour la première fois en octobre 1974. Et donc moi je suis arrivé en septembre 1974. Nous étions des jeunes où nous avions choisi d'aller à Fès pour fuir le monde d'Arena de Rabat,
créer quelque chose. À l'époque, on portait ce message. Et je crois que Fès est une belle école de formation pour moi parce que j'ai fait du très bon travail avec une belle équipe. Vous êtes resté longtemps, 15 ans, je crois. 15 ans, Oui. Jusqu'en septembre 1990. Là, vous êtes en France. J'étais Vous avez professeur enseigné à Lyon. Oui. À Lyon, avec des amis. Là, c'était les doyens de Tunisie, de Lyon. Ça m'a formé aussi, j'ai beaucoup appris. Vous avez fait un passage comme expert, un long passage qui a duré assez longtemps. Oui. Ça s'appelle la Le CNJ, CNJA. le Conseil national de la jeunesse et de l'avenir. C'est la chose de Malki. Oui, le Malki était secrétaire général, Abdeltif Al-Araqi était président. Après, c'est professeur et Hiraï qui sont devenus présidents de session, pas présidents Vous avez du fait beaucoup CNJ. d'études. Énormément d'études, énormément de travail de terrain, Réalisation. très très utile. Réalisation. Réalisation, beaucoup de conseils comme tous les conseils. C'est-à-dire qu'il fournit des documents, des recommandations, charge aux politiques de le suivre ou pas. Et le problème de le CNJ, c'est que énormément de gens l'ont utilisé, y compris après 2000, parce qu'à partir de 2000, un discours de Sa Majesté a suspendu ses conseils pour annoncer la création, comme le stipule la Constitution de 96 du Conseil économique et social. Beaucoup d'études, beaucoup de recommandations ont été utilisées, mais sans être cité, le microcrédit, l'emploi en milieu rural, la CNOPS, l'étude du marché du travail, la régionalisation. Donc, ce n'était pas inutile. Non, ce n'était pas inutile. Ça a été, à mon avis, une institution qui a été instrumentalisée. Instrumentalisée par ceux qui l'ont créée. Traduisez. C'est quoi instrumentalisé? Hassan II et le Bsri, pour les citer, quand ils ont créé cette institution, ils avaient une arrière-pensée. C'était de calmer les jeunes à l'époque, le chômage, etc. Et donc, l'application des recommandations du CNGA n'était pas leur priorité. Même si certains ont eu inconnu parce que le CNGA était sérieux dans son équipe. Et les études du CNGA qui existent encore sont absolument, sur le plan de la qualité, du sérieux, une information remarquable. Malheureusement, ils n'ont pas été très bien utilisés. Vous avez fait un passage par un cabinet ministériel. Oui. L'éducation nationale. Avec Malki. Avec Malki, qui est un ami de longue date. Ça a duré combien de temps, votre passage? Ça a duré 1 année et demie. Mais si c'est à refaire, je ne le referai pas. Ah. Ça a appris que l'éducation nationale est une maison très complexe. Non, mais le cabinard. Le cabinard est une place, pour moi, pour un professeur d'université, d'une ingratitude lamentable. Parce que on ne peut pas faire de la politique, on ne peut pas faire de l'administration, et on doit faire avec le ministre les deux. Et on ne peut rien faire finalement. Même quand on prépare ou fait préparer les dossiers pour le ministre, d'abord on s'adresse à une administration. Et souvent l'administration est rebelle au ministre. Et dans l'éducation nationale, c'est évident. Parce que les ministres passent, et en moyenne en Maroc, depuis l'indépendance, un ministre n'est pas resté plus d'1 année et demie. Ce qui fait qu'en fait, c'est l'administration, les corps constitués qui sont les plus forts. Si c'était à refaire, je ne le referais pas. Et ça m'a appris beaucoup de choses sur l'éducation nationale. C'est-à-dire, en 2 mots? En 2 mots, que l'éducation nationale doit être réformée d'urgence. Mais c'est une affaire du gouvernement, et non pas d'un seul ministre, quel qu'il soit. Et les partis politiques et des syndicats. Vous avez une activité associative importante? Oui. Oui, absolument. J'ai participé, et je participe encore, mais pas dans celle-là, une association de développement rural à Agoudal, dans Émile Chil, à Drar, avec des amis, que je salue. La date importante dans votre existence, si je puis dire, c'est en septembre 2003, la nomination à la Bibliothèque nationale? Oui, je voulais dire 2 petites choses. C'est que je me suis présenté aux élections. Parce que quand je parle de la politique et des élections, je me suis présenté 2 fois. Vous avez parfaitement raison. Je voulais en parler. Pardon, excusez-moi. Non, pas du tout. Vous avez parfaitement raison de me le rappeler. Vous êtes présenté aux élections 2 fois. 2 fois, à la demande des jeunes. À la demande des jeunes et de la population de la région. Moi, ça ne m'a jamais intéressé d'être un professionnel de la politique. Voilà. Et j'ai fait la campagne 2 fois, à la demande des jeunes et à la demande de l'USFP. En 97 et 2002. Et vous avez ramassé une veste. Une veste parce qu'on ne voulait pas que je sois élu. Racontez, parce que c'est important. J'ai fait une campagne électorale remarquable et j'ai permis à l'USFP de s'implanter dans les régions où il était interdit depuis le 28 mars 1973. Riche, Émile Chil, Gourama. Toute cette région dépend de la circonscription. Mais on ne voulait pas de vous. On ne voulait pas de moi parce que... Vous, c'est l'administration. L'intérieur. Les chiours, les mqaddmin qui... Déclarés.
On me le disait parce que beaucoup étaient des amis de mon père a été pendant des années président de la commune rurale. Et mon frère a pris la succession. Donc, ma famille est très liée au pouvoir. Ma famille est très liée au pouvoir. Et donc, tous ces gens me le disaient. C'est malheureux, mais vous ne pouvez pas passer. On m'a dit, allez à Fès. Vous allez passer à Fès. On ne peut pas permettre... Quelle est la raison? La raison, on m'a dit, vous êtes USFP. Vous êtes berbère et berbériste. Vous n'êtes pas extrême. Tous les extrêmes ne vous imposent. Vous êtes un homme de compromis. Vous êtes un homme respectueux. Vous avez une carrière dans laquelle, à Fès, vous avez aidé tous les jeunes. Vous êtes un homme droit. Alors, pourquoi on ne veut pas de vous, là? De vous, parce que c'est une région, on ne peut pas accepter un USFPiste qui va tout remuer les habitudes, c'est trop tôt. C'est une région verrouillée. C'est des régions difficiles. Toutes les raisons sont... Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'en 1997 et 2002, les résultats étaient proclamés avant la fin des élections. Parce que je m'opposais aussi à des notabilités qui étaient intouchables à l'époque. Donc on passe à la grande nomination, Oui. 2003. C'est ce qui a eu le plus important dans votre carrière. En tout cas, vous faites du bon boulot. J'aime bien. D'après ce que tout le monde dit. Moi, j'aime bien, je suis un homme, j'aime bien faire mon travail, sinon je l'aurais jamais accepté. J'ai toujours dit... Donc vous avez fait le chantier, le montage. J'ai participé au chantier puisque j'étais nommé en septembre 2003. Le chantier a démarré en 2004. J'ai accepté, j'ai participé à l'élaboration des textes qui ont été proposés au secrétaire régional du gouvernement pour l'application, les textes d'application du texte de loi. Et j'ai participé avec les architectes et les entreprises au montage. Et j'ai participé aussi à l'appropriation de l'institution par le personnel. Mais aussi, et le plus important, c'est de mettre de l'ordre dans cette maison qui a été abandonnée pendant des années sans moyens. C'était une direction du ministère d'une direction du ministère de la Culture. Avec vous, c'est la fin du stockage. Avant, on stockait fini. les livres. Non, pour moi, une bibliothèque n'est ni un stock, ni un endroit sacré. Et puis, vous avez démocratisé. Absolument. Pour moi, il faut démocratiser, il faut numériser, il faut ouvrir la culture, les débats, etc. On peut revenir à... On peut parler de démocratisation du patrimoine. Pour moi, le patrimoine est au service de la question d'aujourd'hui. Qu'est-ce que la personnalité marocaine? Donc il faudrait que les jeunes, voilà, sachent ce que c'est que le Maroc, l'islam du Maroc, le judaïsme au Maroc, la mazérité au Maroc, l'arabité du Maroc, l'islam du Maroc. Tout ça, c'est le Maroc. Ça ne peut pas être des discours. Il faudrait que les jeunes le voient à travers des documents. Et la Bibliothèque nationale doit mettre à la disposition des enseignants, des chercheurs, tout cela pour que les gens le voient. Mais aussi des débats sur les livres, sur le patrimoine. Vous avez agi dans des axes très précis. Oui. Le premier, j'ai pris des notes en regardant ce que vous faites, c'est quand même l'ouverture. C'est la première chose. Oui. La bibliothèque est ouverte. Elle est ouverte. Ça semble extraordinaire, mais c'est extraordinaire. Absolument. De 8h30 à 8h30. Absolument. Sans interruption. Sans interruption. Avec plusieurs salles, plusieurs activités. Et accès à Internet. Direct et gratuit, ça ne coûte rien, contrairement à ce que beaucoup de gens m'ont dit. Et du coup, une révélation, les Marocains lisent. Les Marocains lisent. Contrairement à ce qu'on dit, Contrairement à ce qu'on dit. Les Marocains ne lisent pas, là les Marocains lisent. Oui, absolument. Et on a la preuve sous les yeux. Absolument. La preuve que dans notre pays, ce qui manque le plus, c'est une offre, des institutions propres, où les gens sont accueillis avec le sourire, l'information disponible, et ils trouvent l'essentiel de ce qu'ils veulent. Quand ils vont dans des endroits sales, on les reçoit mal, on les informe mal, où ils ne trouvent pas ce qu'ils veulent, ben c'est normal, ils ne lisent pas. Et par ailleurs, les livres pour les Marocains, ça coûte cher. L'informatisation, c'est absolument indispensable pour mieux informer. Pour démocratiser et pour informer, pour mettre à la disposition de tout le monde tout ce qui existe. Et c'est un chantier que nous avons ouvert qui a réussi totalement. Les activités culturelles. La numérisation, nous commençons parce que, pour moi, et ça rejoint la question des nouveaux acteurs, aujourd'hui, la majorité des gens vont de plus en plus lire sur la toile. Donc il faut que ce qui est important au Maroc, on le mette sur la toile. La numérisation, c'est de rendre le savoir disponible gratuitement partout. Vous célébrez Edmond El Maleh, Allah yarhamou. Oui. Nous l'avons célébré de façon remarquable. Je voudrais montrer quelques photos de la bibliothèque. Oui. Concernant la bibliothèque. Oui. Là, il y a Mzia Belfré. Un homme remarquable, que j'aimais beaucoup, qui est remarquable. Il y a le docteur Berbiche. C'est, oui, c'est le Hajmari, c'est Abdelhafid Boutaleb, des amis, des grands serviteurs de l'État. Il y a une autre photo de la... C'est une manifestation de la bibliothèque.
Oui. Avec au premier rang Abdelrahman Yousfi. Ah oui, un homme que j'aime beaucoup. Un homme, un grand homme. Un grand homme. Quand il était ministre du parti, il m'est déjà plusieurs fois arrivé de le critiquer et de critiquer le gouvernement. Mais je le critique encore sur certaines choses, mais c'est véritablement un grand homme qui a rendu de grands services au Maroc. Moi, je voudrais le remercier et le saluer. Là, il y a Ban Ki-moon. Ban Ki-moon, quand il a visité la Bibliothèque nationale, à l'occasion de sa visite au Maroc en décembre 2010. Un homme remarquable, là aussi. Je voudrais terminer sur la Mazérité qui vous tient à cœur. Oui. La Mazérité, à travers la bibliothèque, à travers votre activité, à travers les réformes, on va sortir du folklore. Là, vous êtes à Ahidous, je danse Ahidous. Oui. Absolument. J'aime beaucoup Ahidous, la poésie amazigh, comme j'aime beaucoup les poésies. Moi, c'est pas le fait qu'elle soit amazigh qui me tient. Ça, c'est l'IRCAM, le conseil d'administration de l'IRCAM, où je suis depuis plus de 4 ans. Est-ce qu'on peut dire que la Mazérité sort du folklore? Elle sort du folklore depuis, en gros, 2001. Depuis le discours d'Ajdir, depuis le discours de Sa Majesté d'Ajdir, la création de l'IRCAM, la reconnaissance officielle que c'est le fondement de l'identité de tous les Marocains. Et donc, pour moi, l'IRCAM, comme la Mazérité, c'est l'affaire de tout le monde. Mais je suis quelqu'un aussi qui lutte et qui luttera tout le temps contre ceux qui veulent opposer l'arabité et la Mazérité. Nous sommes tous, les Marocains, amazigh arabes. Et quand on me dit quelqu'un, les Arabes font ceci ou les Amazigh, je dis les Marocains font ceci ou font cela. J'ai horreur des extrêmes, particulièrement dans ce domaine. Nous sommes en tant que Maroc les deux. Moi, je porte les deux. Peut-être que je suis plus amazigh parce que je le suis d'origine, mais peut-être aussi parce qu'il y a un sentiment d'injustice. Et je vous dirai l'amitié que vous me faites, que je suis... Mon grand-père m'a dit que son grand-père m'a dit que nous sommes des Arabes nomades amazighisés. Donc voilà, je défends les deux. Cette émission touche à sa fin. Je voudrais quand même vous poser une dernière question. Vous êtes visiblement, viscéralement réformiste. Oui. Est-ce que, par les temps qui courent, c'est une bonne chose? Moi, je crois que c'est une bonne chose parce que pour moi, le réformisme, c'est de considérer que le changement crée le progrès crée le changement, que l'immobilisme est dangereux, que les sociétés humaines évoluent et que nous devons évoluer. Mais en même temps, on ne peut pas évoluer en cassant tout le temps. Comment changer en allant vers le mieux? Comment changer en allant vers le meilleur? Comment changer sans casser? Parce que l'être humain n'est pas fait pour se faire du mal, même si malheureusement il le fait. Et donc pour moi, le réformisme est dans la nature d'aller vers plus d'humanité, plus d'équité, plus de justice et finalement plus de sagesse. Est-ce que vous ne croyez pas que la démocratie a besoin d'un État fort? Je crois que la démocratie a besoin de la force de droit et non pas de la force physique, des appareils politiques ou militaires, non. Elle a besoin de la force de droit, elle a besoin de la force des sanctions, elle a besoin de la force des référents. Et la force de la démocratie, ce ne sont pas les personnes, ce sont les institutions. Et comment passer d'une société de personnes, de réseaux, de familles, à une société d'institutions, c'est ça le fondement de la démocratie. Et ce n'est pas facile. Dernière question, vous êtes inquiet? Non, je suis optimiste. Aujourd'hui? Optimiste, engagé. Mais de temps en temps, j'ai peur. Et c'est pour ça que je ne quitterai jamais les navires, quels qu'ils soient. Si je ne suis pas dans l'un, je passerai à l'autre. Merci beaucoup. Cette émission touche à sa fin. Merci beaucoup. Il me reste un petit jeu à vous infliger qui s'appelle l'autoportrait chinois. Si vous étiez un arbre? L'olivier. L'olivier parce que c'est l'olivier, la luzerne. Pour moi, je suis né dans une région où l'eau est rare, une oasis, près de Gourama. Et pendant les années 60, mon grand-père, mon père et mon oncle faisaient beaucoup de légumes et d'oliviers avec ce qu'on appelle l'arrour, c'est-à-dire cette espèce de... C'est pas la noria, c'est le dromadaire qui tirait de l'eau avec une espèce, etc. Donc l'eau, elle est... Pour moi, l'eau, c'est une valeur, j'allais dire sacrée, même si j'aime pas beaucoup ce mot. Et donc l'olivier, c'est cet arbre qui résiste quand il y a la sécheresse. Il ne meurt pas, c'est rare. Et dès qu'il pleut un petit peu, il s'épanouit. Il donne l'olivier, il donne l'huile d'olive. Et l'huile d'olive, pour moi, c'est quelque chose qui m'accompagne dans ma vie jusqu'à aujourd'hui. Je déjeune avec l'huile d'olive.
Un insecte? L'abeille. L'abeille. L'abeille, c'est le miel. L'abeille, c'est aussi la résistance. L'abeille, c'est la fidélité. L'abeille, c'est aussi un insecte qui ne pique quand on lui fait mal. Et l'abeille, quand elle pique, elle meurt. Une abeille, elle pique, elle meurt. C'est-à-dire quand elle fait la guerre, elle le paye. Voilà. Et elle le sait. C'est-à-dire, en fait, pour moi, c'est véritablement la force de l'engagement, mais de l'engagement jusqu'au bout, jusqu'à la destruction. Je ne dis pas qu'il faut le faire, mais c'est la beauté d'un idéal. Et le miel. Une fleur. Oh, une fleur, pour moi, c'est les fleurs que j'adore le plus, ce sont les fleurs du jujubier que nous avons dans nos régions, parce que ce sont des fleurs qui sont rares, mais qui sont très fines, mais qui sont d'une beauté, parce que quand c'est des arbres, c'est des arbustes, mais quand elles s'épanouissent au mois de juin, mai-juin, ça fait un tapis magnifique, et ça fait une odeur, et elles sont pleines d'insectes, notamment d'abeilles, et donc le bruit, ça fait la couleur, ça fait la nuance, et non pas la même couleur au coucher et au lever du soleil. Elles prennent et elles résistent et elles sont discrètes. Pour moi, la beauté, la finesse, ça doit être discret. La poésie? Ah, j'aime beaucoup la poésie, j'aime beaucoup la poésie. Vos poètes? Oh, Lamartine, Victor Hugo, Aragon, Hamoul Yazid, Erwisha, Hamoul Yazid, Al-Melhoun. Hamoul Yazid est un grand de la poésie amazigh, très fine, comme le Melhoun. Humman, par exemple, Khlal Fatma, des choses comme ça. Une région du Maroc? Une région du Maroc, le Haut Atlas, Azilal, Ouawizart, parce que c'est une région où il y a de l'eau, il y a des arbres, et en même temps c'est une région sauvage, où il y a des oiseaux, il y a des animaux, une région sauvage et hospitalière. Une capitale européenne? J'aime beaucoup Paris. Pas seulement, mais j'aime beaucoup Paris. Une époque? Une époque, la nôtre. Aujourd'hui, moi j'aime beaucoup notre époque. L'après-mur du Berlin? Après le mur du Berlin. Parce que ça cassait... Moi qui étais marxiste, qui suis de gauche, mais pas du tout marxiste, même si le marxisme est une belle philosophie, une belle référence, je trouve que la chute du mur du Berlin a mis fin à une usurpation de la liberté des gens. Et la liberté des gens, c'est quelque chose qu'on n'a pas le droit de prendre. Et c'est très beau de vivre. Et je relis ça à ce qui se passe aujourd'hui dans des pays comme la Tunisie, comme la Libye, comme le Yémen, comme l'Égypte. Comme le Maroc. Comme le Maroc. Un péché? Un péché, plusieurs. Moi, je dirais que le mensonge, l'hypocrisie, ça c'est des péchés, la trahison, même si ce n'est pas des péchés au sens... Une vertu? Une vertu, c'est la justice, c'est l'équité. Il faut être juste et équitable dans la vie. À vous de poser une question, et ça sera la fin. La question que je pose aux jeunes Marocains, c'est pourquoi ils ne s'impliquent pas plus dans le travail et dans la citoyenneté de leur pays, de façon à ce qu'ils le fassent partout où ils sont et à considérer que ce qui se passe dans leur pays, ce n'est pas leur affaire. S'intéresser à leur pays. Quand je dis le pays, ça veut dire ce qui se passe d'abord chez eux. Ça ne veut pas dire casser, porter intérêt et contribuer à. Merci beaucoup. Merci, c'était Rose. Merci madame, merci monsieur de nous avoir suivis. N'oubliez pas d'envoyer vos remarques, mais encore 2m.tv. Bonsoir.